Alors là, on va accueillir notre star de la journée, Vincent Castronovo, qui est professeur. Je sais qu'il ne veut pas que je le dise, mais je le dirai. Il est à la Royal Academy de médecine. Donc c'est juste une personnalité scientifique de tout premier ordre en Belgique. Son équipe récemment de recherche a découvert une voie thérapeutique dans le cancer du sein qu'on appelle triple négatif, un cancer dans lequel on est très mauvais aujourd'hui, enfin, on n'arrive pas à trouver de nouveaux traitements. Eh bien, c'est pour dire le niveau de scientifique de son équipe et de Vincent Castronovo. Et là, il va nous parler d'aliments, de compléments alimentaires et compagnie. Eh bien, c'est juste pour vous montrer à quel point si quelqu'un est capable de trouver un médicament et de trouver que ces aliments peuvent être aussi des nutricaments, ou que la démarche, en tout cas, peut être un nutricament. Donc il va nous parler maintenant de comment on va exprimer favorablement nos gènes, comment on va aider nos gènes à s'exprimer pour notre bien. Donc je vous propose d'accueillir et d'applaudir Vincent, le professeur Vincent Castronovo. Merci Jean-Loup, merci à vous d'être là. C'est toujours un grand plaisir de participer à ces conférences à notre regard. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici, de collaborer avec mon ami Jean-Loup, qui est une personnalité extrêmement touchante, extrêmement généreuse, remarquable. Je le disais hier parce que je suis venu donner deux jours de cours sur l'approche nutritionnelle du patient cancéreux, et l'idée c'était que ici à Aix-en-Provence vous avez vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a non seulement un QI exceptionnel, c'est-à-dire un quotient intellectuel, mais surtout un QE, et ça c'est très rare d'avoir des médecins qui puissent avoir les deux, c'est-à-dire un quotient émotionnel, et qui a compris que mettre l'humain au centre des préoccupations était quelque chose de fondamental. Et vous allez voir que probablement il a tout à fait raison, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, si vous pensiez que la génétique était compliquée, eh bien l'épigénétique c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va être un grand défi pour moi d'essayer de vous faire passer quelques messages pour vous expliquer comment est-ce que l'épigénétique est en train de changer complètement le dogme qui disait que tout était inscrit dans nos gènes et que finalement on n'avait rien à y faire. Finalement, c'est pas trop mal, parce que ça nous déresponsabilise. Si ce qui va m'arriver est inscrit dans mes gènes et dépend de ce que mes parents m'ont légué, alors moi je fais ce que je veux, puisque de toute manière c'est écrit. Eh bien, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez une opportunité de réécrire votre destinée, de prendre votre vie en main et d'avoir un impact majeur. Donc rien n'est écrit, tout va être déterminé par comment vous vous comportez. L'épigénétique, c'est une nouvelle science. Donc, je disais, l'épigénétique, c'est une révolution biologique qui va véritablement changer la médecine et la responsabilité de chacun pour notre santé. On a enfin les moyens d'expliquer pourquoi, comment nous nous comportons affecte véritablement notre santé, mais également nos émotions, éventuellement qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Alors je vais aller rapidement parce qu'en fait, comme je n'avais pas connaissance du contenu des cours de mes prédécesseurs, j'avais préparé juste rapidement quelques informations par rapport à la génétique, mais je vais quand même y repasser parce que généralement, mieux vaut taper 2 fois sur un coup pour être sûr qu'il s'enfonce. Hein. Donc l'idée, c'est que vous êtes chacun d'entre vous une communauté de 100 000 milliards de cellules. Chacun d'entre vous, bien sûr, très organisé. Vous n'êtes pas un tas informe de cellules, vous êtes organisé. Et l'élément fondamental de votre organisme, eh bien, c'est la cellule. Cette cellule va s'organiser. Il y en a plusieurs, comme l'a dit M. Bourgeois. Il y en a quelques 200 types différents. Ils vont s'organiser en tissus. Donc les tissus sont des entités supérieures faites de cellules qui sont de la même famille. Ces tissus, par exemple le tissu épithélial, le tissu nerveux, le tissu osseux, le tissu sanguin, vont s'organiser pour former des organes, le cerveau, les poumons, le cœur, et ces organes vont s'assembler pour former des systèmes qui eux-mêmes vont s'assembler pour former un organisme. Alors, l'ADN, c'est le dépositaire de l'information qui permet
à partir d'une cellule, de construire tout un organisme aussi complexe, de le faire fonctionner jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est le dépositaire de l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le génome, quand on parle de génome, c'est l'ensemble de l'information génétique qui est caractéristique d'une espèce. Ça, M. Bourgeois l'a dit très bien. Et donc, ADN, génome, c'est plus ou moins la même chose, mais le gène, ce n'est qu'un petit fragment du génome. Le gène, en fait, c'est la recette pour faire une protéine, pour faire un plat. On va beaucoup faire des analogies. Donc, vous avez hérité d'une bibliothèque de vos parents qui est faite de 46 livres. 23 viennent de papa, 23 de maman. Dans ces livres sont inscrits à des pages bien particulières les recettes pour pouvoir réaliser un plat. La poule au pot, la mousse au chocolat, tout ce que vous voulez, la crème brûlée. Et donc, pour ça, il faut une recette. Et bien sûr, quand vous avez acheté un livre de recettes, il y a plein de pages qui ne servent pas à faire la recette. On vous explique l'intérêt du chocolat, où est-ce qu'on récolte le chocolat, ça vous en foutez, vous devez savoir quel chocolat, combien, etc. Des indications extrêmement précises. Ça, c'est la partie de la recette qui va être dans votre bibliothèque. Okay. Et M. Bourgeois l'a dit, cet ADN, cette molécule magique, se trouve dans notre noyau essentiellement. Alors, voici notre bibliothèque génomique. Nous avons 46 livres. Monsieur Bourgeois l'a dit, on écrit le texte de la vie avec 4 lettres. Ça, c'est l'alphabet de la vie, 4 lettres. Et notre texte de vie à chacun d'entre nous s'écrit avec plus ou moins 3 milliards 200 millions, plus ou moins 100 000, de lettres. Okay. Ça fait en fait un bouquin de 2 millions de pages, recto verso, pic 12, simple interligne. Ça, c'est votre histoire à vous. Et la grammaire utilisée par notre code génétique, ce sont des mots de 3 lettres. Okay. Chaque mot de 3 lettres désignant, comme M. Bourgeois vous l'a dit, au début je vais beaucoup me rappeler de ce que M. Bourgeois vous a dit, chaque mot représente un acide aminé, qui sont les briques de construction des recettes, ce sont les ingrédients des plats que vous allez utiliser. Et pour vous montrer qu'on n'y connaît rien, M. Bourgeois dit qu'il y avait 20 000 gènes, moi je vous dis qu'il y en a 30 000. Probablement que la vérité se trouve entre les deux. Okay. Donc il y a 30 000 recettes. Pour faire un humain, il faut 30 000 plats différents, 30 000 protéines différentes. Okay. Alors, donc, le gène, c'est la recette. On l'appelle l'unité fonctionnelle du génome qui compte pour une molécule d'ARN. C'est un peu plus compliqué que ça, donc c'est pas que pour les protéines. Et comme vous montrez M. Bourgeois également, voici comment on écrit une recette. Hein. On a un code, comme un code barre, voilà, qui est un code barre qui s'écrit avec les 3 lettres, donc A, A, G, A, A, et moi je peux traduire éventuellement ce code si je le décodeur. Okay. Donc c'est important quand je recopie, parce que justement, à chaque division cellulaire, je vais devoir recopier l'intégralité de ce génome, l'intégralité des 43 livres, 46 livres. Okay. Donc chaque livre contient des milliers de lettres, et avant que je divise mes cellules, avant qu'une cellule cancéreuse se divise, elle est obligée de recopier l'intégralité de tous les livres, des 46 livres. On ne peut pas faire l'impasse d'un, bien que dans les cellules cancéreuses, parfois, elles vont éliminer certains livres dont elles n'ont pas besoin. Okay. Mais il est absolument fondamental de recopier à l'identique. Alors, la génétique est la science qui étudie les mécanismes de transmission de cette information génétique, okay, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir des erreurs de recopiage qu'on appelle des mutations. Une mutation, c'est quoi? C'est une modification permanente de l'information génétique, c'est-à-dire un mot qui change. Et une lettre qui change, ça peut vouloir dire que dans 6 mois, vous allez mourir d'un cancer. Alors, au moment où je vous parle, à chaque seconde, 2 300 000 cellules entament le processus de la réplication de l'ADN. Ils sont en train de recopier. Et il y aura des erreurs. Et certains d'entre vous vont développer des cellules cancéreuses. Mais rassurez-vous, vous ne développerez pas de cancer parce que nous avons des mécanismes remarquables, d'abord de correction, un peu comme un système de traitement de texte, vous avez une autocorrection, mais également lorsque le texte n'est pas bien recopié, eh bien, on va détruire la cellule. Donc, on a énormément de mécanismes et finalement, le cancer se développe assez rarement. Okay.
sauf si, bien sûr, on accélère tous les processus qui vont aggraver le nombre d'erreurs qui vont se passer. Donc, plus vous maltraitez votre ADN en y introduisant des erreurs, et puis la cellule aura du mal à pouvoir refaire une copie sans faute. Donc, la génétique étudie les erreurs qui sont inscrites dans notre bibliothèque. Certaines erreurs sont héréditaires, ça veut dire qu'elles étaient déjà dans les livres que nous ont transmis nos parents. Mais certaines erreurs vont s'accumuler parce que nous traitons mal notre information génétique. Okay? Ce sont les mutations acquises. Donc, mutation, c'est une modification du texte de la vie. Okay? Elles sont soit transmises par les parents, soit acquises au cours de la vie. Ça, c'est l'ensemble de la génétique, et puis on essaye de voir justement récessif, dominant, homozygote, hétérozygote. Alors, en fait, récessif, c'est quand, homozygote, c'est quand on a les deux mêmes recettes, okay, et hétérozygote, c'est quand on a deux recettes différentes. Pour chaque version de recette, en fait, et ça c'est une notion qu'on n'a pas vraiment expliquée, il y a ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Vous êtes tous différents. Et si on se voyait souvent, je pourrais même vous reconnaître individuellement en fonction de vos caractéristiques propres, morphologiques. La taille de votre nez, vos types de cheveux, votre bouche et la couleur de vos yeux, ça c'est quelque chose qui vous est propre et qui est très différent d'un individu à l'autre. Eh bien ça c'est dû au fait que chaque recette existe sous forme de plusieurs variantes. Par exemple, je prends la mousse au chocolat. Eh bien dans le monde, il y a environ 50 recettes différentes de mousse au chocolat. Okay. Mais vous ne pouvez en avoir que deux, celle de papa et celle de maman. Et alors, il faut voir si vous avez de la chance, bien sûr, parce que dans les 50 recettes de mousse au chocolat, il y en a qui sont exceptionnelles, 3 étoiles au Michelin, et il y en a qui sont immangeables. Donc, il est évident que si vous avez hérité de la mousse au chocolat exceptionnelle, eh bien, vous serez réputé et on viendra chez vous en se disant, j'espère qu'elle a fait de la mousse au chocolat. Tandis que si vous avez hérité de la mousse au chocolat immangeable, ben, vous n'en ferez jamais parce que sinon, il n'y a personne qui viendra manger chez vous. Donc, vous voyez, en fonction, ça, c'est le polymorphisme génétique. Okay. Alors, ceci étant connu, on pensait que tout était inscrit dans les gènes, soit hérité, soit comment on allait traiter nos gènes. Mais puis on s'est rendu compte, en effet, comme le disait M. Bourgeois, que deux jumeaux identiques qui avaient les mêmes gènes allaient éventuellement avoir des évolutions complètement différentes au niveau morphologique, au niveau santé, au niveau de leur destinée. Donc tout n'est pas inscrit dans les gènes. Donc c'est un peu rassurant, ça veut dire qu'on peut y faire quelque chose, on peut changer cette programmation. Tout n'est pas écrit à l'avance. Et une nouvelle science est arrivée, qui est très jeune, elle a environ 10 ans, mais elle commence à avoir ses répercussions dans la pratique de la médecine, dans notre compréhension. Ça s'appelle l'épigénétique. On s'est rendu compte, par exemple, en cancérologie, qu'on peut avoir un cancer sans qu'il y ait de mutation, ce qui était absolument inimaginable il y a 15 ans. On pensait que tout était lié à des mutations. Eh bien non, on peut développer un cancer sans mutation. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Et donc, on a essayé de comprendre comment, en fait, notre bibliothèque pouvait être utilisée, et on va donc entrer dans ce monde épigénétique, qui sont des modifications héritables, réversibles. Ça, c'est une notion importante. Ces modifications épigénétiques sont héritables, mais ce qui est intéressant, c'est réversible. On peut avoir un impact dessus, okay, qui va affecter la possibilité d'utiliser ou pas une recette. Quand on parle de l'expression d'un gène, c'est est-ce que j'ai accès à la recette ou pas? C'est ça que ça veut dire. Alors, l'épigénome, c'est l'ensemble des modifications autour du gène, épi c'est autour, autour du gène, qui va en fait permettre de comprendre comment notre environnement peut affecter l'utilisation de la recette. Et nous allons voir qu'il y a au moins 4 facteurs principaux qui vont avoir un impact majeur. Il y a la manière dont nous mangeons, qui joue un rôle essentiel, qui communique à nos cellules et permet d'utiliser ou pas l'information génétique. Il y a la manière dont nous vivons les agressions affectives, le stress. Okay. Il y a également le fait que nous ayons une activité physique régulière ou pas.
qui parle à nos cellules et qui permet d'ouvrir certains livres ou pas. Il y a également la manière dont nous avons des relations avec les autres, notre réseau d'amis, notre réseau familial, notre vie privée, etc., et notre niveau socio-économique. L'ensemble de ces facteurs va avoir un impact majeur sur l'expression de nos gènes. Et ça, bien sûr, ça donne une valeur exceptionnelle à ce que Jean-Loup a mis en place dans le centre ressources, où il a considéré, même sans... il a anticipé l'impact de l'épigénétique en ayant compris que tous ces facteurs étaient hyper importants pour la santé, mais quand on parle de santé, c'est finalement l'expression du fonctionnement des cellules, et donc c'est finalement le fonctionnement de nos gènes. Eh bien, il a compris avant tout le monde et il l'a mis en pratique. Il démontre que c'est vrai, puisqu'il a des patients qui devaient vivre que 6 mois et qui maintenant vivent depuis 10 ans bien. Hein, parce que c'est pas Jean-Loup ne se bat pas pour la vie, mais bien pour la qualité de la vie. Hein. C'est ça qui est important. C'est pas vivre pour vivre, c'est pas survivre, c'est avoir une qualité de vie. Et bien tout ça est hyper important. Et maintenant, on a une base moléculaire pour pouvoir comprendre ce processus. L'idée également, c'est qu'il y a beaucoup de variations épigénétiques qui vont en fait donc des modifications autour du gène dont nous sommes responsables. Donc il y a une responsabilité individuelle qui peut être partagée, bien sûr, mais il y a une responsabilité individuelle par rapport à ce que nous allons faire avec nos gènes. Okay. Et c'est pour ça, même si vous avez hérité d'un gène qui est moins bon, eh bien vous pouvez éventuellement ne jamais l'utiliser. Parce qu'il n'est pas bon, il va vous donner des ennuis. Donc vous pouvez faire en sorte qu'il ne sera pas utilisé comme voie principale. Okay. Et aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que ces modifications épigénétiques, on sait qu'on a l'opportunité de pouvoir les cibler pour de nouveaux traitements, notamment de prévention. Alors, l'épigénétique va mettre en conflit et régler ce conflit en fait entre deux personnages remarquables de l'histoire des sciences, de la biologie et de la médecine, que sont Lamarck et Darwin. Okay. Donc, en fait, Darwin est le père de la théorie de l'évolution, disant que chaque individu provenait d'un ancêtre commun qui avait évolué par des mutations qui avaient changé ses gènes, le rendant plus ou moins apte à la survie. Okay. Et que ces gènes étaient transmis de génération en génération par les gamètes. Donc tout finalement était déterminé par les gènes. Et Lamarck lui avait dit qu'en fait il y avait la transmission des caractères acquis. Il avait expliqué que probablement la girafe, en allongeant le cou pour aller manger les feuilles les plus hautes, et finalement avait un cou long qui s'est allongé pendant la vie, et qu'il avait transmis ces caractéristiques assez petites, et finalement, c'était un caractère transmis. Et puis alors, Darwin a complètement balayé ça, il dit « Mais non, t'es vraiment un idiot, tout est génétique, etc. » Donc ils sont disputés, et finalement, ils avaient tous les deux raison. Et en fait, Darwin se basait sur la génétique, et Lamarck se basait sur un processus, un concept qui n'existait pas. Donc pour le pauvre, il n'avait pas beaucoup d'arguments pour pouvoir combattre Darwin. C'était l'épigénétique, puisque l'épigénétique date d'environ une dizaine d'années. Alors, pour parler d'épigénétique, on doit malheureusement rentrer au sein de la cellule, au sein du noyau, et voir comment s'organise cet ADN, comment s'organise cette bibliothèque, ce livre, ces 46 livres. Comme l'a dit M. Bourgeois, qui a parlé de zoomage, on a vu que l'ADN est organisé dans le noyau. Le seul moment où on peut voir l'ADN au microscope optique dans la cellule, c'est au moment de la division cellulaire qu'on appelle la mitose. Là, l'ADN se matérialise en chromosomes, des petits bâtonnets d'environ 2 millionièmes de mètre, mais que le microscope optique permet de voir. Et puis, malheureusement, comme par magie, quand la cellule a fini de se diviser et reprend son activité, ces chromosomes disparaissent et donnent un aspect tout à fait bizarre, où on voit quelque chose de désorganisé avec des zones grises et des zones plus sombres, et on sait que là-bas il y a nos livres, nos chromosomes sont là, mais ils sont déstructurés. Et ceci, il y a une vingtaine d'années, a suscité la curiosité des chercheurs en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce fouillis ? À quoi est-ce que ça correspond ?» C'est
tellement désorganisé alors que la cellule est quelque chose de tellement organisé. Il doit y avoir dans ce fouillis, en dessous, quelque chose d'hyper structuré, d'hyper contrôlé. Et en fait, cet aspect de l'ADN dans le noyau, on l'a appelé la chromatine. Et il y avait des cellules où la chromatine était hyper compacte, avec le noyau qui était plus petit, et cette chromatine hyper compacte, on l'a appelée l'hétérochromatine, et puis un aspect où le noyau, quand la cellule, je vous expliquerai ce que c'est ces deux cellules, où alors on voyait que le noyau grossissait, il y avait moins de zones compactes, il y avait plus de zones lâches, et on appelait ça le chromatine. En fait, ça, ce sont deux lymphocytes. Ici, c'est un lymphocyte qui est au chômage technique, qui n'a rien à faire, hein, il dort, il est au repos. Et là, c'est un lymphocyte qui a rencontré l'antigène contre lequel il va faire des anticorps et qui doit s'activer. Okay. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsque la cellule s'active, eh bien, elle augmente la taille de son volume, comme s'il y avait plus d'activité de lecture. On va voir à quoi ça correspond. Alors, c'est savoir qu'au cours de l'évolution, en passant des organismes les plus simples aux plus compliqués, eh bien, on a augmenté de manière incroyable l'information génétique. Il faut beaucoup plus d'informations pour faire un humain que pour faire un ver de terre. Okay. Alors, si on part de la levure, c'est-à-dire des champignons, qui sont des organismes unicellulaires, eh bien, leur texte de la vie, c'est 12 500 000 lettres. D'accord ? On peut écrire ce texte de la vie pour la levure dans un livre de 500 pages. Quand on passe de la levure au véron qu'on appelle le nématode, ou Caenorhabditis elegans pour les généticiens, eh bien, il faut maintenant 100 millions de lettres. Et on va utiliser 3 livres de 500 pages. Et maintenant, si on regarde le texte de la vie pour écrire un humain, il y a 3 200 millions de lettres, ce qui correspond à 80 livres de 1500 pages. Donc on a augmenté. Alors quel est le problème? C'est que pour des raisons thermodynamiques et physiques, la taille de la cellule ne peut pas grandir. La taille des organismes grandit, mais bon voilà, par exemple, un éléphant a beaucoup plus de cellules que vous. Okay? Mais chaque cellule a la même taille. Donc si je regarde au microscope la cellule du foie de l'éléphant, elle a la même taille que la cellule du foie humain. Okay? Et le noyau aussi. Donc c'est-à-dire que le noyau n'a pas vraiment pu grandir, alors qu'on a augmenté de manière incroyable le nombre de livres qu'on a pu mettre dedans. Donc finalement, il faut maintenant faire entrer, si on prend, comme M. Bourgeois l'a dit, toutes les molécules d'ADN, tous les chromosomes. Donc les chromosomes, c'est chaque molécule d'ADN dans l'aspect le plus compact, et qu'on doit les mettre dans un noyau. Okay. Eh bien, on devrait mettre 2 mètres dans une petite boule de 10 millionièmes de mètre. Vous pouvez y aller, hein. C'est le même défi que de mettre 16 km de corde dans un ballon de basket. Hein. Donc ça, c'est le défi majeur auquel a été confrontée la cellule lorsque les organismes ont acquis de plus en plus d'informations. Et c'est un problème que vous avez eu également, hein. C'est-à-dire, vous vous rappelez, avec l'informatique, plus on avait des dossiers qui étaient lourds en gigabytes, en mégabytes, en térabytes, et plus c'est difficile de les transporter, etc. Et notamment de les envoyer, de les échanger. Et quelle a été la solution pour pouvoir répondre à ce défi? Eh bien, c'est celui que nous avons bien plus tard utilisé, c'est la compaction. On va compacter l'information, on va compacter l'ADN. Donc on va compacter l'ADN, on va partir de ces 2 mètres pour arriver à 2 millionièmes de mètre. Okay. Alors déjà d'emblée, vous avez compris que plus je vais compacter, et moins je saurai lire. Si je prends une carte routière, hein, quand elle est compactée, je ne sais pas la lire, il faut que je l'ouvre. Déjà, vous avez compris pourquoi le noyau doit grandir quand il est en activité. Il a plein de lectures à faire, il doit aller ouvrir les livres. Okay. Donc la décompaction, c'est en fait le mécanisme par lequel la cellule a accès aux recettes. Okay.
Alors, pour pouvoir compacter, la cellule va avoir besoin de protéines qui vont aider à compacter l'ADN, et ces protéines, on les appelle les histones. Peut-être que vous en avez entendu parler, les histones sont des protéines qu'on retrouve chez tous les organismes vivants qui ont un noyau. Okay. Ces histones, en fait, ce sont des protéines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que ces histones sont des protéines, une petite partie qui est globulaire, qui est une petite boule, mais où il y a des queues. Des queues qui ont des charges électriques positives. Donc les molécules ont des charges. L'eau a quelques charges, c'est pour ça que l'eau conduit l'électricité. Donc les molécules ont des charges positives et négatives. Okay. Et c'est très important. Par exemple, l'ADN, il a des charges négatives. Donc c'est très bien que les histones qui vont aider à compacter des charges positives, parce que le plus et le moins, ça va s'attirer. Comme deux aimants. D'accord ? Comme du scratch anti-scratch. Alors, voici comment, parce que toute l'épigénétique va être basée sur ce processus-là. Voici comment la cellule va compacter ces 2 mètres d'ADN pour pouvoir les mettre dans une vésicule de 10 millionièmes de mètre. Okay. Voici l'ADN nu qui a 2 nanomètres, c'est-à-dire 2 10-9 mètres de diamètre. Et puis on va avoir le premier niveau de compaction qui est extrêmement important, qui est l'enroulage de l'ADN autour d'une petite boule qui est faite de 8 histones différents. Donc il y a 8 histones qui se mettent ensemble et qui forment cette petite boule, qui forme comme une perle, et on va parler de l'ADN en collier de perles. Okay. Et là, on va passer de 2 mètres à 28 cm, pas mal. Hein. Et puis alors on va continuer à enrouler, jusqu'à, on va avoir une fibre ici de chromatine qu'on va plier, et puis on va la plier pour arriver au chromosome. Et quand on passe je voulais simplement montrer, parce que je pense bien que vous compreniez ce schéma-là. Donc ça, c'est le premier niveau de compaction. Le nucléosome, la perle. Okay. Donc l'ADN s'enroule, vous voyez ici autour, et vous avez les molécules d'histones avec leur petite forme globulaire et leur queue qui sort de la structure. On va voir que c'est hyper important parce que, en fait, ces perles doivent être tenues, et elles sont tenues parce que ces petites tiges vont se replier et s'attacher aux charges négatives. Donc l'ADN, c'est du scratch, les queues d'édition de l'anti-scratch, et ça va vraiment venir se fixer. Et donc, comme ça, l'ADN est compacté, mais on ne peut pas l'utiliser. On voit ici donc cet ADN qui s'enroule. Et on voit donc en microscope ici vraiment ce collier de perles. Donc ce dessin correspond à la réalité. Et puis on a la fibre chromatinienne, on est à ce niveau-là. Et on va passer maintenant à 4 cm, deuxième niveau. Donc c'est pas mal. On est passé de 2 mètres à 4 cm, mais on ne sait encore rien mettre dans le noyau qui fait 10 microns. Alors quand on fait tout le processus que je vais vous épargner tous les mécanismes moléculaires qui sont connus pourtant, on va passer de 2 mètres à 2 millionièmes de mètre. Waouh! Mission remplie. Okay. On passe de 2 mètres à 2 millionièmes de mètre. On peut mettre tout ça dans le noyau qui fait 10-15 millionièmes de mètre. Donc pas de souci. Le problème, le souci, c'est que quand mes livres sont fermés pour les ranger dans la bibliothèque, je n'ai pas accès. Je ne peux pas lire les recettes. Hein. Allez faire la recette à mousse au chocolat, le livre fermé. Hein? Impossible. Hein? Donc, la cellule a été confrontée à un moment donné à l'idée de comment est-ce que je vais avoir accès aux recettes pour faire le repas dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Il va falloir aller décompacter tout ça, okay, de manière à pouvoir avoir accès à l'information. Et quand est-ce que je vais avoir besoin de lire mes recettes, hein? Parce que vous avez bien compris que la cellule, ce n'est pas un restaurant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Eh bien, 3 événements majeurs ont besoin que j'ai accès à l'ADN, à la lecture de mes livres. Quand je vais réparer l'ADN, ça c'est hyper important, de pouvoir réparer l'ADN pour éviter les mutations et la dérive notamment vers le cancer, ou bien vers une cellule qui ne sait plus faire son boulot et qui est ce qui nous arrivera tous un jour et qui sera responsable de notre vieillissement. Okay.
Alors, parce que nous remplaçons nos cellules régulièrement, mais comme il y a des erreurs, on les remplace de moins en moins bien et finalement, on se détériore de manière progressive parce que nos cellules ne sont plus capables de faire ce qu'elles ont à faire parce qu'elles elles ont perdu des éléments de recette. Parfois, c'est catastrophique, bien sûr. On a besoin de lire l'ADN quand on va le répliquer, c'est-à-dire quand on va devoir recopier avant une mitose, avant la division cellulaire. Il faut qu'il y ait un script qui aille recopier chaque brin d'ADN pour former 2 molécules d'ADN. Et puis, lorsqu'on va exécuter la recette, on parle de transcription. C'est un mot un peu compliqué. En fait, la transcription, c'est la photocopie de la recette. Étant donné que vous n'avez que 2 livres que vous allez devoir utiliser toute votre vie, vous n'allez pas prendre le livre en cuisine. Surtout si c'est votre mari qui va faire la cuisine, vous savez bien qu'il n'est pas très soigneux et qu'il va faire tomber du chocolat, des œufs, les feuilles vont se coller, donc vous allez faire une photocopie. Et la photocopie, après, vous allez l'acheter. Eh bien, la transcription, c'est la photocopie de la recette qu'on va faire dans la bibliothèque génomique dans le noyau, et la recette, après, on va l'envoyer en cuisine, c'est-à-dire dans la cellule, pour qu'elle exécute les différentes étapes pour pouvoir exécuter cette recette, en d'autres termes, pour produire la protéine. Okay. Ça s'appelle la transcription des gènes. Ce phénomène de photocopiage est hyper important. Il fait que chaque cellule peut devenir ce qu'elle doit devenir. Donc, M. Bourgeois l'a dit, nous avons environ 200 possibilités pour devenir 200 cellules différentes. Une cellule chaque. Cellule du cerveau, cellule du foie, cellule de l'ovaire, cellule du testicule, cellule de la peau, etc. Et on n'a pas besoin de toutes les recettes pour faire une cellule. On a besoin qu'un certain nombre. Donc, et à la limite, ce serait embêtant que toutes les recettes, vous imaginez, si dans un restaurant, on fait toutes les recettes en même temps, c'est le chaos. Donc, il est important d'avoir la possibilité d'aller choisir les recettes dont on a besoin, mais que les autres ne soient pas actives. Donc, l'essentiel de nos recettes sont inaccessibles. Donc, la plupart de nos gènes sont éteints. Okay. Et toute la régulation, c'est d'aller les allumer quand on a besoin, c'est-à-dire d'aller faire leur photocopie pour pouvoir exécuter ces recettes. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que dans le premier niveau de compaction, qui est l'ADN en collier de perles, où vous avez les nucléosomes, okay, eh bien, l'ADN ne peut pas être photocopié, puisque les pages sont fermées. Comment voulez-vous aller photocopier un livre dont les pages sont fermées? Il faut l'ouvrir à la page d'intérêt. Okay. Et donc, voici la photocopieuse. Alors, la photocopieuse qui va faire la transcription s'appelle l'ARN polymérase. Et cette photocopieuse, comme vous le voyez, doit venir se fixer sur un domaine du gène qui est le bouton de la photocopieuse qu'on appelle le promoteur du gène. Okay. Une fois que la photocopieuse peut venir se mettre ici, son bouton s'actionne et elle va recopier, retranscrire par transcription la recette de la mousse au chocolat. Donc il est important qu'on puisse dérouler l'ADN pour pouvoir le photocopier. Ça, c'est un niveau de régulation hyper important qu'on appelle la régulation épigénétique. Imaginez que vous ne sachiez pas dérouler ce gène. Imaginez que ce gène est un gène qui freine la division cellulaire. Imaginez maintenant que, parce que vous avez fait en sorte que l'ADN ne puisse plus se dérouler, vous ne produisez plus jamais de frein. Et bien à un moment donné, c'est comme si votre frein était cassé dans la voiture, vous allez vous casser la figure. Ben, la cellule, elle va devenir folle et elle va éventuellement devenir cancéreuse sans mutation, juste parce qu'il n'y a plus de possibilité de produire du frein. Les modifications épigénétiques qui sont les plus connues, les plus étudiées et qui donnent des possibilités d'intervention que vous pouvez appliquer directement sont connues. C'est la méthylation de l'ADN. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et les modifications des histones. Je vais vous expliquer également de quoi il s'agit. La méthylation, c'est un terme chimique compliqué, mais qui dit qu'on va transformer un groupe méthyle, c'est CH3. C'est une molécule, un morceau de molécule qu'on va ajouter à une autre molécule en changeant sa structure. Méthylation. Okay. Eh bien, on sait que si on apporte des groupes méthyles
au niveau du promoteur, le bouton de la photocopieuse, on ne sait plus photocopier. Okay. Pour pouvoir photocopier, il faut que le promoteur soit non méthylé. Eh bien, on s'est rendu compte que beaucoup de nos gènes, l'essentiel de nos gènes sont méthylés. Et que pour pouvoir aller les utiliser, il faut retirer ces groupes méthyle. Okay. Mais c'est important que la plupart des cellules aient leurs gènes méthylés, parce que sinon, ce serait le chaos. Okay. Donc, vous avez compris que de pouvoir garantir que la méthylation se fasse bien est hyper importante. Cette méthylation dépend intimement de notre alimentation. Donc la méthylation est directement liée à votre alimentation. Je vais vous dire quels aliments doivent être privilégiés. Et si vous n'avez pas assez de méthylation, vous dérégulez la possibilité de contrôler l'expression de vos gènes, donc de pouvoir aller faire le reste. Cette méthylation va se faire également au niveau des histones. C'est-à-dire, on peut mettre un groupement histone, un groupement méthyle sur les histones, et ça va donner comme information qu'il faut complètement compacter l'ADN. Okay. Quand il y a des groupes méthyles, soit on bloque le promoteur, mais on va également resserrer l'ADN, on va le compacter. Donc, méthylation est égale à répression. Alors, cette méthylation, elle intervient dans certains phénomènes qui sont déjà utilisés. Et vous savez, mesdames, vous avez deux chromosomes X, hein, vous avez XX, les hommes sont XY. Okay. Et le chromosome Y est un peu plus petit que le chromosome X, ce qui vous donne l'impression d'être supérieur parce que finalement, vous avez plus d'ADN que nous. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous n'avez besoin que d'un chromosome X. Si vous aviez les deux, ce serait un problème. Et donc, nous les hommes, on a du matériel génétique supérieur. En quantité, pas en qualité. Et en fait, un des chromosomes X chez les femmes, au moment donné du développement embryonnaire, va être mis hors service en se compactant au maximum. Il va être complètement fait en petites boules, même plus qu'un chromosome. Il va former ce qu'on appelle le corpuscule de Barr. Et d'ailleurs, on peut le voir en prenant des cellules de la joue, regardez sur un microscope, et on voit qu'il y a une petite moquette ici d'ADN qui est complètement compacte, c'est ce corpuscule de Barr, c'est le chromosome X qui a été mis de côté de manière aléatoire. Donc c'est un des deux, mais c'est n'importe lequel des deux. Ce qui veut dire que vous avez des cellules chez qui c'est le chromosome X1, et d'autres, vous êtes une chimère, en fait, vous êtes une chimère, et c'est intéressant de savoir qu'on a utilisé ce test il n'y a pas longtemps aux Jeux Olympiques, parce que certains pays de l'Est asiatique utilisaient des hommes à qui donnaient un peu d'œstrogène pour pouvoir gagner les médailles dans l'haltérophilie. Et alors on s'est rendu compte que ces femmes étaient des hommes, en fait, ok, et donc ils étaient disqualifiés, on pouvait le montrer juste par cette moquette de chromatine X. Chez les femmes aussi, vous savez, mesdames, vous avez une situation qui est souvent bien embarrassante, c'est l'érythème pudique, hein, qui vous dessine des cartes géographiques rouges sur le décolleté, d'autant plus qu'il est bien échancré. Et moi, en tant que prof d'UNIF qui ai dû faire des examens oraux, j'ai vu le monde défiler, la planète défiler, parce que justement, le stress de l'examen faisait qu'elle avait toutes des tâches, et ces tâches sont différentes. Et en fait, chaque cellule, le phénomène est lié au fait que chaque chromosome X contient l'information pour pouvoir, oui ou non, faire la vasodilatation cutanée. Et en fonction de quelles cellules quel chromosome X s'est compacté ou pas, eh bien vous aurez ces différents dessins qui vont s'installer. Et plus ou moins, de manière plus réalistique probablement, vous avez aussi le phénomène de la chatte à écailles de tortue, où en fait ce pelage remarquable, unique, et qui n'est pas reproductible, et il n'y en a qu'une de chaque sorte, eh bien dû au fait que le gène qui code pour la couleur rousse ou noire se trouve sur le chromosome X, et que en fonction de celui qui est inactivé, vous aurez du poil roux ou noir, et donc ça vous donne une espèce comme ça de chatte Picasso très jolie. Donc, méthylation de l'ADN. Deuxième
aspect, c'est la modification des histones. Rappelez-vous, c'est que ces tiges d'histones qui font saillie comme ça, et c'est que d'histones, elles ont toute une série d'acides aminés qui jouent un rôle hyper important. Okay. Ces acides aminés ont des charges positives, et les charges positives viennent se mettre comme ça sur les charges négatives. Vous avez l'ADN qui a une charge négative, je mets comme ça, et maintenant, ma perle, elle est complètement bloquée, je ne peux pas la lire. Okay. Regardez, dans les conditions de repos, les tiges ici sont complètement scratchés sur mon ADN qui ne peut pas servir. Et donc, si je veux absolument lire, la première étape de la régulation épigénétique, c'est de désolidariser les tiges pour qu'elles lâchent l'ADN, pour qu'elles puissent se dérouler. Okay. Eh bien, le mécanisme qui permet d'ouvrir ou de fermer ces perles et de donner accès à l'ADN, il est connu, il provient d'une modification de ces acides aminés qui va retirer la charge positive et que je vais vous montrer ici. Vous voyez, ici, il y a les charges positives et négatives. Et là, on a mis un groupement acétate, un autre groupement chimique sur l'acide aminé qui a une charge positive. Et ça supprime la charge positive. Et maintenant, il n'y a plus d'interaction. Et maintenant, je peux dérouler l'ADN. Okay. Donc ici, je n'avais pas accès à la recette. Ici, j'ai accès à la recette. Et donc, vous avez deux systèmes enzymatiques qui contrôlent et qui sont les cibles de la régulation également épigénétique. Et notamment, on sait que certains éléments alimentaires sont capables de réguler ces enzymes. Alors, juste pour faire une petite aparté intéressante, eh bien, on sait que lorsqu'on mange beaucoup de fibres, beaucoup de fruits et légumes, mais moins de produits d'origine animale, moins de viande, moins de charcuterie, on a un risque diminué de 80% de cancer du côlon. Okay. Ça, c'est quelque chose de connu au niveau épidémiologique. Mais maintenant, l'épigénétique permet de comprendre pourquoi. Quand vous mangez beaucoup de fibres, vous donnez à manger aux bonnes bactéries, qui est notamment le bifidus. Et le bifidus produit, lorsqu'il utilise ces fibres, une substance qu'on appelle le butyrate. Et ce butyrate est un inhibiteur de ces enzymes-là, isodéacétylase, qui va en fait refermer la chromatine et empêcher les cellules précancéreuses de se développer et même plus induire leur mort. Donc l'inhibition de cette enzyme de contrôle épigénétique qu'est l'isodéacétylase, eh bien, va entraîner la mort des cellules précancéreuses, vous protégeant ainsi du développement de cancer du côlon. Voici un exemple concret de comment votre alimentation via l'épigénétique peut déterminer votre risque ou non de développer un cancer du côlon, qui quand même est le tueur numéro 3 de l'espèce humaine, hommes et femmes confondus. Okay. Donc déjà, vous voyez, recommandation pratique, mangez lentement pour ne pas amener à votre côlon des aliments non digérés qui vont stimuler les mauvaises bactéries, mangez beaucoup de fibres, peu de viande pour stimuler les bonnes bactéries qui vont éventuellement vous protéger du cancer du côlon. Alors, pour vous montrer, ce que je voudrais vous expliquer ici aussi, c'est que nous, les médecins, si nous étions tous intelligents, si conditionnels, nous devions être humbles. Parce que, et ça va peut-être vous inquiéter, mais c'est la vérité, on n'y comprend rien. Juste un tout petit peu plus que vous, mais on n'y comprend rien. On sait, on est à l'aube de la préhistoire de la compréhension de la vie. Et c'est encore bien plus compliqué que ce qu'on croit. Okay? Donc, on ne peut pas rejeter des choses qui sont démontrées par la répétition de phénomènes. Par exemple, l'intuition de Jean-Loup, qu'il y avait moyen de porter un autre regard sur la maladie en centrant ce regard sur l'humain. Intuition qui est tout à fait, je dirais, non fondée, mais inspirée de bien des choses d'expérience humaine,
s'est avéré efficace. Hein? Jean-Loup a fait tu me rappelleras les chiffres, Jean-Loup, quelques études en montrant que sa prise en charge augmente de manière significative, augmente l'espérance de vie de combien? Tu as dit 32 mois au lieu de 18 mois? Hier, tu m'as dit quoi là? C'était le doublement, de 18 à 36 mois. Voilà. Il augmente l'espérance de vie sans récidive, il la double. Ah, sans récidive, c'est 50% de récidive en moins. 50%, 11 ans de recul. 50% de récidive en moins. Sans autre forme d'intervention chimique. Vous imaginez? Eh bien, ça c'est une preuve. Eh bien, parce qu'elle n'est pas expliquée par des mécanismes moléculaires, elle est rejetée par le commun. La plupart des professionnels de la santé sont des saint Thomas. Et plus ils sont dans les académies, dans l'université, plus ils sont arrogants. Ils pensent qu'ils détiennent le savoir absolu. C'est bien de pouvoir se dire qu'il faut faire attention de ne pas spéculer trop, mais à un moment donné, il y a l'évidence. Même si on ne comprend pas pourquoi telle ou telle approche améliore un patient, le fait de l'améliorer, c'est en soi une preuve. Quelle arrogance de croire que si notre cerveau n'est pas capable de comprendre quelque chose, ce quelque chose ne peut pas exister. J'apprends à mes étudiants en médecine en première année que ce que je leur enseigne est probablement tout à fait faux, très certainement. Mais qu'il faudra qu'ils me redonnent la matière comme je l'ai donnée pour réussir l'examen. Ce qui est un peu... Peut-être que comme c'est faux, peut-être qu'ils ont raison de dire que c'est faux à la question, mais enfin, moi je leur dis que c'était vrai. Mais je leur dis que c'était faux, que probablement dans 100 ans, celui qui sera à ma place donnera comme exemple ce que j'ai enseigné pour faire rire et détendre l'atmosphère. Okay. Comme moi, je leur dis que Simon Wells, qui était un gynécologue, s'est fait traiter de fou il y a plus de 2 siècles, lorsqu'il a dit qu'il aurait été bon de se laver les mains entre la salle d'autopsie où on disséquait les femmes qui étaient mortes d'infection de fièvre puerpérale, avant d'aller main nue accoucher les femmes qui étaient en chambre de travail. On l'a pris pour un fou. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des microbes, on ne savait pas qu'il y avait des bactéries, etc. Donc, mais on en est au même stade au niveau moléculaire. On a juste déplacé le niveau de complexité de notre connaissance, mais on reste de profonds ignorants. Okay? Donc, ne rejetons pas tout ce que nous ne comprenons pas parce qu'on ne le comprend pas, alors qu'on a des évidences que ça fonctionne. Néanmoins, le danger, c'est que comme on ne comprend pas, il y en a qui vont donner des explications crédibles, mais qui sont tout à fait farfelues. Okay? Donc, méfions-nous des prédicateurs, mais néanmoins, soyons conscients que notre incompréhension est telle qu'il y a des choses qui existent encore qu'on ne sait pas comprendre, mais qui sont là et qui fonctionnent. Et je pense que la prise en charge de l'humain et bon, l'amour, on ne sait pas mesurer. Hein. Il n'y a pas de prise de sang pour savoir combien d'amour reçoit un patient. Hein. Il n'y a pas de test. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de test qu'on ne sait pas le matérialiser que l'amour ne sert à rien? Parce que finalement, c'est ce qu'on vous dira. Hein. Et finalement, qu'est-ce que je m'en fous d'aimer mon patient, de lui donner de l'attention, puisqu'on n'a pas prouvé que c'était important. Est-ce qu'on a besoin de prouver ça? Donc il y a des choses intuitives qu'on peut éventuellement essayer de transformer en une notion qui est utilisable. Tout ça pour vous dire que c'est hyper compliqué et qu'on n'y comprend rien parce que justement, voici les tiges d'histone avec tous les acides aminés qui ont des charges positives à différentes positions. Chacun de ces acides aminés peut être modifié de 4 manières différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, mais voyez la complexité. Hein. Donc, si vous changez chaque fois, c'est un peu comme le loto. Hein. C'est bien pire que le loto au niveau des combinaisons gagnantes ou perdantes. Et l'idée, c'est que il y avait le code génétique, mais il y a un code épigénétique qui va se combiner au code génétique qui rend ça impossible. C'est des billions de possibilités. Et ce code épigénétique, on l'appelle le code histone. Et probablement que ce code histone va être l'occasion de prix Nobel. Mais il est tellement compliqué à débroussailler qu'on n'en est pas encore arrivé à avoir une règle générale. Néanmoins, on a calculé que si on considère pour une seule histone, pour une seule cellule, une seule position qui peut être modifiée, on n'a pas pour cette position 4000 positions.
vous multipliez 4000 possibilités différentes. Donc ça fait des centaines de millions de possibilités différentes. Okay. Ce qu'on sait, c'est que ce code d'histone, il est écrit. Donc il y a des enzymes qui vont écrire, qui modifient les histones, qui peut être effacé, heureusement, et qui doit être lu. Okay. Et ceci, c'est tout le début de l'histoire de l'épigénétique. Je vous le disais, quand on passe de la génétique, et je suis désolé, M. Bourgeois n'est pas là, mais il aurait peut-être été choqué, c'était mieux qu'il ne soit pas là. Hein. On passe de la complexité du niveau de la barque au jet compliqué. Hein. C'est le niveau de complexité de la barque à un Airbus 380. C'est pour vous dire combien on n'y comprend encore rien. Donc, M. Pujol a parlé de médecine personnalisée, basée sur les variations génétiques. Il avait raison. Hein. Mais on n'a pas parlé d'épigénétique. Okay. Donc voilà, déjà, la médecine aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, des informations. La médecine personnalité n'a pas encore émergé vraiment. Hein. Je pense que Jean-Loup a bien fait la démonstration avec l'oncotype qui n'est pas encore, en tout cas en France, mais le progrès viendra chez vous, je vous le garantis. Hein. Il faut juste attendre un peu plus que les autres, mais ça viendra. Hein. Donc, les variations d'ADN ne sont pas encore considérées de manière remarquable. L'épigénétique, c'était quelque chose d'inconnu et qui n'était pas remarqué, mais maintenant on sait que finalement c'est l'épigénétique qui va prendre le dessus. Bien qu'il y ait encore des zones qui doivent être découvertes. Okay. Donc on est loin d'avoir trouvé le secret de la vie. On en est très loin. Et ceux qui s'y frottent et qui jouent aux apprentis sorciers se brûlent les ailes, croyez-moi. Donc cette médecine prématurée basée sur les variations génétiques, médecine personnalisée, elle est prématurée, incomplète, okay, et peut-être dangereuse parce qu'il y a l'épigénétique qui est derrière et qui peut tout changer. L'épigénétique a cet impact-là. Je donne un exemple qui est extrêmement parlant, notamment montrant le rôle de l'alimentation sur ce que vous devenez. Les larves d'abeilles, les petits bébés abeilles, peuvent être nourries avec la pitance banale et elles deviennent des ouvrières, ou avec de la gelée royale, elles deviennent des reines. Elles ont le même ADN. Le même ADN. Elles deviennent soit des ouvrières, soit des reines. Bon, en mangeant de la gelée royale, je suis désolé, vous ne deviendrez pas des reines ni des rois. Hein. C'est pour les abeilles. Hein. Je ne sais pas si c'est un stand de gelée royale ici, mais la gelée royale a quand même certaines vertus intéressantes pour la santé, mais qui ne vous transforment pas automatiquement en reine. Désolé. Donc, l'idée, c'est que notre alimentation parle à nos gènes. Notre alimentation conditionne la manière dont on va pouvoir utiliser notre bibliothèque génomique héritée de nos parents. Okay. Et ceci va intervenir à plusieurs niveaux. La modification des histones, la méthylation de l'ADN, et puis un domaine qui est encore plus compliqué, c'est qu'on a compris que dans le génome, il y avait des gènes qui ne codaient pas pour des protéines, mais pour des molécules qui régulaient l'expression des gènes. Donc ça devient encore plus compliqué. Ce sont les micro-ARN, on en parlera peut-être un jour, parce qu'ils commencent à avoir des applications médicales intéressantes, ces petits ARN non codants régulateurs. En tout cas, tous ces phénomènes vont aboutir in fine au fait que vous pouvez ou pas exécuter votre recette. Et vous avez compris que parfois, mieux vaut ne pas exécuter la recette parce que ça veut dire des mauvaises surprises, notamment pour les mousses au chocolat de mauvaise qualité. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut bien nourrir nos gènes de la bonne manière pour ralentir et éviter les maladies et le vieillissement accéléré. Okay. Ça, c'est une réalité. Alors, j'aime ici ce schéma qui est en fait une espèce de simplification qui vous montre que, notamment, ceci, c'est la méthylation. Hein. Et vous voyez, la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, je vous rappelle, des promoteurs, quand on va aller méthyler le bouton de la photocopieuse pour pouvoir photocopier la recette de mousse au chocolat, on ne peut pas la photocopier. Donc, pas de mousse au chocolat. Okay. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous montre qu'il y a un lien entre ce que vous mangez
et comment vous allez modifier votre génome. Ça, c'est hyper intéressant. Okay. Et on voit quoi comme vitamine? L'acide folique, vitamine B9. La vitamine B9 est hyper importante pour pouvoir méthyler nos gènes. Et 40% de la population est carencée en vitamine B9. Pourquoi? Parce que nous consommons des aliments raffinés, des céréales dont on a déshabillé les graines de leur tunique, qui sont les structures qui contiennent le plus de vitamine B9, B1, etc. Donc, évitez de manger les aliments raffinés. Le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, manger du complet. En fait, au niveau alimentation, il faut manger le plus naturel possible. Notre corps est programmé pour manger des aliments non modifiés. Okay. Céréales complètes, de proximité et de saison. Et bio, si possible. Alors, on a besoin également de vitamine B. Les vitamines D, ce sont les ouvriers qui font que les machines fonctionnent. Par exemple, on a besoin, pour la molécule qui va permettre de méthyler, elle s'appelle SAM pour les intimes. Sinon, c'est S-adénosylméthionine pour ceux qu'on ne connaît pas bien, mais SAM, c'est bien, qu'on retenait SAM. Et il faut de la vitamine B12, qu'on ne trouve que dans les produits animaux. Les végétariens n'en ont pas assez. Okay. B12, B9 et B2. Okay. Voici. Alors, comment savoir? Parce que c'est une question. Comment savoir si je suis bien équipé pour méthyler et que j'ai un cancer ou je ne veux pas avoir de cancer? En prévention primaire, en prévention tertiaire, ou bien quand j'ai un cancer, donc pendant le traitement. Eh bien, on peut doser dans le sang une molécule qui est le reflet de comment ça fonctionne. Et cette molécule, retenez-la bien, c'est l'homocystéine. L'homocystéine. Quand il y en a trop, ça veut dire très probablement que je n'ai pas assez de méthylation. Okay. C'est embêtant, ça. Parce que si je ne méthyle pas, je ne sais pas réguler l'accessibilité à mes recettes. Okay. Et vous voyez, l'homocystéine, elle dépend donc de la vitamine B12, de la vitamine B9, acide folique, pour pouvoir être converti en méthionine et puis en SAM, qui est celui qui va donner le groupe méthyle. Okay. Homocystéine, non remboursée, sauf si vous avez, dans vos antécédents familiaux, quelqu'un qui est mort de maladie cardiovasculaire à l'âge de 50 ans. Vous pouvez vous l'inventer, vous pouvez dire que voilà, vous ne l'avez pas connu, que votre père inconnu est mort de ça, on vous le remboursera probablement, il ne faut pas faire des recherches. Alors que c'est un paramètre que tout le monde devrait pouvoir mesurer. Parce que la méthylation intervient dans au moins 100 réactions différentes. Pourquoi est-ce qu'on le rembourse dans ce cas-là? Parce qu'on s'est rendu compte que l'hyperhomocystéinémie était toxique pour les vaisseaux et était une cause de maladie cardiovasculaire. Et on l'a trouvé par hasard parce qu'il y avait une maladie héréditaire où les patients avaient une hyperhomocystéinémie parce qu'en fait, il y avait une mutation dans cette enzyme ici, l'homocystéine s'accumulait, et tous ces enfants à 20 ans avaient un système cardiovasculaire de quelqu'un de 80 ans. Et on a compris que c'était dû à l'homocystéine. Donc on s'est dit, ben voilà, l'homocystéine, il faudrait peut-être la doser chez les patients qui n'ont pas trop de cholestérol, mais qui ont des signes d'athérosclérose. Et voilà, ça s'est arrêté là. Ils sont 40 ans en arrière. Les troubles de méthylation sont la première cause de fausses couches à répétition. C'est la première cause de malformation, notamment de spina bifida. Pourquoi? Parce que, vous imaginez, lors du chantier de faire un bébé à partir d'une cellule, il y a toute une orchestration de régulation épigénétique. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu t'occupes des pommes de terre, toi, tu as des entrées froides, etc. Et donc, il faut vraiment hyperméthyler, déméthyler. On a besoin d'avoir tous les outils pour le faire. Okay. Donc, faites doser l'homocystéine, ça ne coûte pas si cher que ça. Et s'il est trop élevé, dosez la vitamine B9 et B12. Okay. Facile, ça. Ça, c'est remboursé. Le problème, c'est qu'un tiers de la population a besoin de beaucoup plus d'acide folique, vitamine B9, que les deux autres tiers, parce qu'il y a un polymorphisme de cette enzyme-ci qui est la 5,10-méthylène tétrahydrofolate réductase. Ça ne vous sert à rien à retenir, à part de briller en société, mais bon,
cet enzyme, le polymorphisme, vous avez compris c'est quoi le polymorphisme? Hein? C'est qu'il existe plusieurs variants dans la population. Eh bien, un tiers a le variant kénase, qui ne sait pas bien travailler, et les 2 tiers sont tranquilles. Je ne sais pas si c'est comme ça, ne vous rassurez pas. Il faudrait doser votre homocystéine. Alors, la valeur optimale de l'homocystéine, notez-le, c'est 7 micromolaires. C'est la valeur santé. Parce que justement, les laboratoires qui ne sont pas dans une médecine personnalisée et préventive donnent des limites, qui sont la population générale. C'est bon entre 4 et 15. Mais quand vous passez de 7 à 12, vous multipliez de manière dramatique votre risque de maladie cardiovasculaire, x5. Bien plus prédictif que le taux de cholestérol, qui n'est pas un ennemi d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, l'homocystéine est importante aussi parce qu'elle est au carrefour de 2 voies. La méthylation, qui dépend B12, B9 et 2, mais également la transsulfuration. Très important en oncologie, parce que la transsulfuration vous donne des antioxydants naturels, mais également qui vous aident à détoxifier, en particulier le glutathion réduit. Donc il est important de doser cette homocystéine. Pour moi, c'est une valeur incontournable que tout patient qui veut faire de la prévention primaire ou qui a eu un cancer devrait avoir. Okay. Une autre vitamine importante qui permet d'aller ouvrir l'ADN quand on a besoin, en permettant aux tiges de se défaire de l'ADN négatif, qui va abolir la charge positive, vous voyez ici, c'est la vitamine B5, acide pantothénique. Ça vaut la peine de mesurer la vitamine B5 pour être sûr qu'on est équipé. Enfin, une autre vitamine hyper importante, probablement une des vitamines les plus importantes pour ne pas vieillir rapidement, et les cellules cancéreuses éventuellement vont aller moins bien si elles n'en ont pas beaucoup, si elles en ont suffisamment, parce que c'est un régulateur intéressant, c'est la vitamine B3. La vitamine B3, c'est le précurseur d'une molécule hyper importante pour notre organisme, qui joue un rôle important dans la défense antioxydante, dans la régénération des oxydants qui ont servi. C'est le NAD, vitamine B3 niacine, NAD. Et cette vitamine B3 permet d'expliquer pourquoi, lorsque vous mangez moins de calories, vous vivez plus longtemps et en bonne santé. De savoir que si, pour ceux qui ont 40 ans, vous commencez à manger la moitié de ce que vous mangez, vous vivrez 10 ans en plus sans être malade. Il faut tous les jours, hein, pas uniquement aujourd'hui. Hein. Eh bien, on sait que le régime hypocalorique va en fait augmenter le rapport NAD-NADH. NAD, c'est quand vous êtes au repos, NADH, c'est quand vous travaillez et que vous mangez beaucoup. Okay. Mais il est évident que si vous n'avez pas beaucoup de B3, qui est le précurseur de NAD, même si vous ne mangez pas beaucoup, vous serez comme si vous mangez beaucoup. Ce rapport NAD-NADH, plus le rapport NAD-NADH est élevé, et plus la cellule sait que c'est cool. On n'est pas en train de manger beaucoup, on ne travaille pas. Et alors, vous savez ce qu'elle fait? Ce qui explique pourquoi on vieillit moins vite. Elle donne plus de temps à la cellule pour réparer l'ADN. Elle va fignoler. Et donc, plus vous réparez l'ADN, les erreurs, et moins vous aurez des mutations, et moins vous allez avoir des problèmes d'avoir des cellules qui ne savent plus faire ce qu'elles devaient faire, ou éventuellement qui vont se diviser de manière anormale. Donc, cette vitamine B3, elle est essentielle et il faut la doser. Et c'est également par régulation épigénétique, puisque vous voyez, ces enzymes CYR2, ce sont des histones déacétylases. Donc, l'épigénétique, je n'ai pas poussé moi, hein, c'est pas... Ah, c'est bien, j'ai droit encore à... Combien? Tu as poussé pour moi? Ah. J'ai encore droit à 20 minutes. Donc, l'épigénétique permet d'expliquer les modulations génétiques. C'est l'interface entre nos modes de vie et notre génome. Donc l'épigénétique permet d'accéder ou pas à nos livres et à nos recettes. Et vous voyez que le statut psychologique a une importance à l'alimentation, les variations saisonnières, l'exposition à des virus, à des produits chimiques, aux drogues et à certains médicaments.
le statut financier, l'exercice, le microbiote intestinal dont on vous parlera un jour, qui est hyper important, les agents thérapeutiques, les médecines alternatives peuvent intervenir également, les interactions sociales, et donc vous voyez ici plusieurs des éléments que le centre ressources a déjà implémenté pour le bénéfice de la santé. Sans savoir qu'il le faisait, le centre ressources a permis d'exploiter au mieux l'épigénome du patient, la régulation, pour le mettre vers le chemin de la santé. Alors, ce qui est inquiétant, mais mesdames, je vous prie de ne pas vous culpabiliser, parce que bon, voilà, on ne peut être responsable des choses qu'on savait, pas des choses qu'on ne savait pas. Eh bien, vous devez savoir que votre comportement pendant la grossesse a un impact non seulement sur votre bébé, mais sur vos petits-enfants, en affectant l'épigénome. Okay. Mais, bien sûr, sur votre, vous devez savoir que ce que vous allez manger, les événements que vous allez vivre pendant votre grossesse, une grossesse difficile, une grossesse avec un divorce, etc., aura un impact sur le futur de votre enfant, sur sa santé, sur le fait qu'il sera déprimé, qu'il sera calme, qu'il sera entreprenant, qu'il sera plutôt timide, qu'il sera gros, qu'il sera diabétique, qu'il aura éventuellement la dépression. Tout ça se programme au niveau épigénétique. Le karma prend maintenant un visage scientifique, c'est-à-dire la transmission. Et donc, l'essentiel se passe les premiers mois de votre vie, in utero déjà. Mais ce qui est remarquable, et vous allez voir, c'est qu'on s'est rendu compte que si on donne aux cellules le matériel moléculaire pour réaliser la régulation épigénétique, on peut supprimer les méfaits d'un environnement toxique. Si on donne à la femme enceinte des modulateurs épigénétiques que sont la génicine, du soja, du zinc, de la méthionine, de la vitamine B9, B12, on réduit le risque significativement de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète. Génial. Bien sûr, il faut vérifier que la patiente en ait besoin. Donc, nous héritons d'une bibliothèque génétique, le génome, mais nous allons pouvoir moduler son utilisation, et donc ce que nous allons en faire par notre mode de vie. Il y a une programmation épigénétique avec des marques. Vous avez vu ces marques, hein? On écrit les marques, on les efface, on les lit. Eh bien, on peut avoir des modifications épigénétiques en préconceptionnel. En préconceptionnel, donc messieurs aussi, la manière dont vous vous comportez affecte les marques épigénétiques de vos spermatozoïdes. On va le voir. L'embryon, l'enfance, et au fur et à mesure, bien sûr, ces marques sont de plus en plus installées et on a moins en moins d'opportunités de pouvoir les modifier. Mais on a encore l'opportunité, par la nutrition et l'environnement, d'intervenir chez l'adolescent et le jeune adulte. Donc l'idée ici, c'est que on voit l'environnement et les modifications épigénétiques prennent le dessus au cours du temps sur votre destinée génétique. Et donc finalement, vous n'êtes pas ce que vos gènes disent que vous allez être, vous êtes ce que vous faites de vos gènes. J'espère que le message est clair. Vous êtes responsable de manger correctement, de faire de l'exercice régulièrement, de bien gérer vos émotions, de privilégier l'amour et l'amitié par rapport à la haine et aux disputes. Hein? De mettre les valeurs là où elles sont. Et finalement, vous voyez que si Darwin et Lamarck pouvaient revenir sur Terre, ils pourraient aller manger ensemble gentiment, autour d'un bon verre de vin rouge bio bien sûr, et discuter leur théorie, parce que finalement, il y a un overlap, il y a une correspondance. L'épigénétique, okay, est hyper importante puisqu'elle permet, éventuellement par épimutation, on parle d'épimutation, des modifications de vos marques génétiques. Vous allez voir des exemples assez intéressants et interpellants par rapport à cela, qui montrent qu'éventuellement on va sélectionner. Et alors puis, bien sûr, l'épigénome va donner le meilleur, va garder le meilleur qui permet de survivre à l'environnement. Alors ceci, par exemple, est hyper intéressant. On a montré qu'une femme qui fume, non seulement augmente le risque significativement d'asthme de ses enfants, par programmation épigénétique, mais également de ses petits-enfants, première, deuxième
et troisième génération. Imaginez donc, parfois, vous avez la marque de vos grands-parents. On a montré qu'on peut avoir un héritage transgénérationnel parce que, à un moment donné, vos ancêtres ou vos parents ont été exposés à des substances dites obésogènes, épigénétiques. Le diéthylstilbestrol, le bisphénol A dont on parle beaucoup. Hein, il faut expliquer quand même cette épidémie d'obésité. En France, c'est 20% de la population qui est obèse. Hein. C'est énorme. Eh bien, le bisphénol A qui était dans les biberons quand on a donné bébés a programmé les enfants pour devenir obèses, le DTT, etc. et d'autres substances qui sont utilisées couramment dans la vie courante, eh bien, sont des substances qui vous programment pour devenir obèse. Le stress également. Le stress vécu avant la reproduction ou pendant la grossesse va affecter les gènes du stress de votre enfant et de vos petits-enfants. Et on a vu parfois éventuellement de la 4e génération. Ici, on ne peut pas faire des expériences chez les humains pour des raisons éthiques évidentes, donc on prend des petites souris, on stresse le mâle, hein, et on voit que donc le mâle qui n'a pas porté, c'est un mâle avec des testicules et tout, il n'a pas d'utérus, donc il va juste donner ses spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes ont été modifiés par le stress de la souris. On lui a montré des gros méchants chats tout le temps. Hein. Et alors, bon, quand même, pour se déstresser, on lui propose une petite femelle sympathique, pas stressée. Hein, ils ont des petits, les petits sont stressés, mais leurs tout petits également. Donc, les petits-enfants du grand-père souris stressé par le méchant chat sont stressés aussi. Imaginez. Alors, est-ce qu'on peut le voir chez l'homme? Eh bien, au mois d'août, parce que je faisais un cours sur l'épigénétique à des médecins, au mois d'août, est apparue cette étude remarquable. Okay, et vous voyez, elle n'était pas encore publiée. Maintenant, elle est publiée. On en a parlé dans la presse un petit peu, mais une étude qui était faite par des Américains ont montré que les petits-enfants des survivants des camps de concentration transmettaient un gène qui était modifié épigénétiquement, qui les rendait vulnérables aux situations stressantes. C'est le gène FKBP5 dont on savait qu'il était responsable du syndrome post-traumatique quand des gens, parce que tout le monde, par exemple les attentats qu'il y a eu terribles, je pense que c'est quand même quelque chose, eh bien il y en a beaucoup qui vont avoir des traces, même qui vont donner à leurs petits-enfants, vous imaginez il n'y en a pas, mais ça dépend de votre prédisposition génétique et épigénétique. Eh bien, on a montré que dans cette revue de biologie psychiatrique, c'est pas n'importe laquelle, qui avait donc cette modification. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je vous l'ai dit encore, l'espace, c'est qu'on peut changer cette destinée, notamment en optimisant au niveau alimentation l'accessibilité à ces nutriments. Ici, cette étude montre que en donnant des molécules vitamine B12, B9 qui favorisent la méthylation, eh bien, on peut contrecarrer l'effet pervers d'une alimentation junk food, genre fast-food, etc., que des mamans auraient et qui auraient programmé à leurs enfants d'être malades, cardiovasculaires, diabète et obèses. Eh bien, on peut empêcher ça. Donc, le fait de donner les nutriments pour réguler épigénétiquement peut avoir un effet préventif remarquable. Donc, ça, c'est quand même de bonnes nouvelles. Et bien sûr, l'épigénétique va programmer les cellules pour devenir cancéreuses. Et on sait notamment que le cancer, en général, est associé à de l'hypométhylation. Donc, pas assez de méthylation, ça veut dire hyperhomocysténémie. Pas assez de B9, pas assez de B12, c'est bon pour le cancer du côlon, pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate. On voit qu'il y a une hypométhylation globale, notamment, qui va entraîner... vous voyez ici, on va mesurer les îlots méthyliques qui vont en fait être perturbés, la méthylation, l'acétylation. Donc, les troubles épigénétiques sont impliqués au premier niveau dans la genèse des cancers. Donc, il est important d'avoir des substances régulatrices comme du butyrate en mangeant une alimentation qui est saine. Et ceci est un peu plus compliqué, mais ça vous montre que des facteurs environnementaux peuvent entraîner des modifications épigénétiques qui vont conduire à des mutations.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, vous voyez, c'est octobre 2014, on a montré que les isoflavones de soja sont des reprogrammateurs épigénétiques qui permettent de réduire le risque de cancer. Donc, manger du soja en général, pas que pour le cancer du sein, c'est vraiment une excellente idée pour pouvoir réduire son risque de cancer. Ça va modifier l'ensemble des régulations. Vous voyez comment c'est compliqué de cette régulation épigénétique en travaillant sur les déméthylases, sur les histones acétyltransférases, etc. Et on voit que le soja, a énormément d'impact sur les différents gènes qui contrôlent la progression tumorale. Donc, moi, je ne peux que recommander que de manger du soja 3 portions par semaine. Ça doit être idéalement du soja fermenté, c'est-à-dire du tofu ou du miso. Les sojas et yaourts de soja sont moins intéressants. Il faut que, pour avoir accès au régulateur génicine, il faut avoir du soja fermenté. Vous allez voir qu'il y a encore une récente nouvelle très intéressante au niveau de la reprogrammation génétique. On voit ici cette étude avril 2015 qui montre que les phytoestrogènes de soja modifient la méthylation et permettent une intervention thérapeutique épigénétique pour le cancer de la prostate. Et encore ici, une autre en 2012 qui montre qu'on peut remoduler son épigénome en mangeant du soja. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les Asiatiques qui mangeaient du soja, parce que maintenant les pauvres ils ont été envahis par les fast-foods, mais ceux qui continuent à manger du soja ont beaucoup moins de cancer, vivent plus longtemps et sont mieux dans leur peau que les autres. Alors voici justement toute une série d'aliments qui sont considérés comme des régulateurs positifs santé de votre épigénome. Vous avez le thé vert, le vrai thé vert, avec les piélocatéchines, on a identifié les molécules, la génicine du soja, le resveratrol du raisin rouge, les catéchines du chocolat. Manger du chocolat noir, excellent pour la santé. Pour autant que vous n'ayez pas trop de cuivre, pour en manger, le chocolat est un protecteur cardiovasculaire et tenez-vous bien, une étude récente montre que ça réduit le risque de diabète. Vous voyez comment on peut donner dans l'ignorance des conneries de recommandations. On supprime le chocolat. Ben non, on doit supprimer le chocolat sucré. Où on met le chocolat noir de noir, il est excellent. Le sucre est très mauvais pour la santé, mais pas le chocolat. Et le curcuma. Curcuma, qui est vraiment une épice d'or remarquable, qui reprogramme votre génome, mais qui également est une substance aux activités anticancéreuses remarquables. Et moi, préventive et thérapeutique, je vous recommande de manger du curcuma tous les jours. Vous voyez, cette étude également récente qui montre le curcuma, la reine, enfin le roi des épices, mais moi je dirais plutôt la reine. Les femmes sont plus performantes que les mecs d'ailleurs. Les mécanismes régulateurs épigénétiques pour la prévention des cancers, des maladies inflammatoires et maladies neurologiques. Et donc, on confirme que le curcuma est un régulateur épigénétique qui permet de reprogrammer vos épigénomes vers la santé et le non-cancer. Alors, problème du curcuma, il y a beaucoup de dents qui coulent à ce propos, parce que beaucoup, d'ailleurs, tous les arrogants ignorants, utilisent des informations qui sont réelles pour critiquer les choses. Et une information qui est réelle, c'est que le curcuma n'est pas bien absorbé. Donc c'est sûr que si vous avez une métastase du cerveau, à quoi ça sert du curcuma qui reste dans l'intestin? Eh bien, vous devez savoir qu'il y a plusieurs techniques pour augmenter la biodisponibilité du curcuma, et notamment l'utilisation de poivre. La pipérine, en fait, ou piperidine, est une molécule qui, prise en même temps que le curcuma, diminue sa dégradation et va augmenter le taux dans le sang et donc augmente son efficacité. Mais récemment, il y a énormément d'approches pour augmenter, donc piperidine, lécidine, et surtout des solutions technologiques. Et je vais vous montrer rapidement qu'il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer celle-là, la solubilisation, qui est certainement la révolution de ces dernières années. On utilise en fait des solvants comme le thune 80 qui sont tout à fait inoffensifs, et on met en solution, vous voyez la curcumine toute seule, la curcumine avec ce thune 80, et vous voyez qu'on va augmenter la biodisponibilité de 185 fois. Okay. Donc cette forme est très active, permet d'arriver à avoir des taux extrêmement intéressants au niveau thérapeutique. Alors, je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du soja, récemment, on a trouvé un peptide qui est un re-régulateur épigénétique pro-santé,
à une petite séquence d'acides aminés, 43 acides aminés, ils sont découverts en 1987. Elle s'appelle la lunasine. Cette lunasine est absorbée telle qu'elle parce qu'elle est protégée par toute une série de molécules. Et on a montré que cette lunasine est capable d'aller parler à votre génome. Il y a un article qui montre que cette lunasine a des propriétés chémopréventives qui permettent de réduire le risque de développer des cancers. Donc, bon, pour le moment, certaines firmes commercialisent la lunasine. Les études sont intéressantes, mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de manger du soja à volonté, en tout cas 3 fois par semaine. Et je pense que j'arrive à la fin, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une longue et heureuse vie. Et